Face aux menaces du réchauffement climatique, le monde court vers une perte incommensurable. Des actions concrètes doivent être envisagées et menées pour renverser la tendance des changements climatiques. La migration des énergies fossiles vers les énergies renouvelables est une des solutions pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Voilà qui a justifié la tenue d'une conférence débat sur les énergies renouvelables par l'ONG Reporters volontaires de paix. Vous aurez les détails dans cette émission. Réunion de la 10e session du comité de pilotage du Fonds national RED, FONARED. Elle a été axée sur le dialogue politique stratégique pour la mise en place d'un nouveau partenariat RDC-CAFI, Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, pour la période 2021-2030. Vous aurez également les détails dans quelques instants. 60 ans après, comment nos aires protégées ont été gérées? La réponse viendra de l'expert national en environnement, Henri-Paul Eloma, assistant du représentant chargé des programmes à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Tel est donc, Madame, Messieurs, le sommaire de votre émission de ce jour. Bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais, dans le sommaire, les énergies renouvelables est un vecteur privilégié de la lutte contre le réchauffement climatique. Elles sont considérées comme un facteur primordial dans cette affaire car elles permettent des productions décarbonées et décentralisées. La migration vers cette forme d'énergie est donc aujourd'hui un impératif si l'on veut bien une planète où il fait beau vivre. La conférence débat organisée par Reporters volontaires de paix vise effectivement cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Reportage de Landry Nyangi commenté ici par Patience Vumilia. Le monde court à sa perte à cause des actions de l'homme sur son environnement. Mais cet homme, le principal artisan de cette dégradation de l'environnement, ne se rend toujours peut-être pas compte de ce mal qu'il inflige à la maison commune, la planète Terre. Nous habitons dans un monde de plus en plus chaud où les conflits et leur lot de réfugiés prolifèrent. Un monde dans lequel les sociétés poursuivent leur course aveugle à la surconsommation, disait le photographe français Yann Arthus Bertrand. Aujourd'hui, la réalité des dérèglements climatiques et le besoin impérieux d'agir à la mesure de l'enjeu nous concerne sans exception. Pour cela, lutter contre les réchauffements climatiques est une affaire de tous, et cela par toutes les bonnes manières. Face à la consommation des énergies fossiles qui polluent l'environnement, la migration vers les énergies renouvelables est plus qu'un impératif. Et les initiatives ne manquent pas. La tenue de cette conférence sur cette forme d'énergie en dit long pour éveiller les consciences quant à l'utilisation des énergies renouvelables que le professeur Dr Joséphine Toumba Kankolongo de l'UNIKIN a explicité devant les participants. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, ce sont en fait des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Alors bien sûr, elles proviennent des phénomènes naturels, cycliques ou constants. En fait, le caractère renouvelable, il se réfère à non renouvelables. Les non renouvelables qu'on connaît, c'est comme le pétrole fossile, le charbon, le gaz naturel. Pourquoi ces non renouvelables? Ce sont des énergies de stock qui prennent des milliers et des milliers d'années pour se constituer. Ce qui n'est pas le cas avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on dit qu'elles peuvent se reconstituer à l'échelle du temps humain. C'est-à-dire que l'humain ne sera pas encore mort. Après quelques heures ou bien quelques années, elle peut se constituer. C'est dans ce cas-là le caractère renouvelable. Donc, c'est ça la différence avec le pétrole que l'on connaît, le charbon fossile et le gaz fossile. Alors, ce qu'il faudrait savoir en fait, on parle d'énergie renouvelable, bien sûr, mais c'est une contraction. C'est la forme courte, l'expression vraiment, la véritable expression qu'il faut utiliser, c'est
sources d'énergie renouvelable. C'est ça en fait, les NR. NR, énergie renouvelable, ça veut tout simplement dire source d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont des différents types. Quitte au pays d'adopter celle qui lui convient au mieux pour résoudre l'épineux problème d'accès à l'énergie pour la population congolaise. Nous avons la première énergie, c'est le soleil. Le soleil est la source d'énergie de l'énergie solaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'énergie solaire, c'est l'énergie qui est transformée pour nous donner soit de la chaleur, soit de l'électricité. Et cette énergie peut être transformée par quoi? Par des panneaux solaires. Nous voyons des panneaux solaires là-bas derrière nous. Les panneaux solaires transforment l'énergie primaire qui est le soleil en énergie solaire. D'accord? Donc cette énergie-là, on peut avoir des panneaux thermodynamiques qui également nous donnent de l'électricité. Nous avons des panneaux thermiques tout simplement qui nous donnent de la chaleur. Et nous avons également le photovoltaïque qui nous donne de l'électricité. Donc voilà la première source d'énergie renouvelable que nous avons. Et sachez que le soleil donne suite à plusieurs autres énergies, comme par exemple le vent. Une deuxième énergie renouvelable, c'est le vent. Eh bien, sachez qu'à partir du vent, on peut obtenir de l'électricité. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle des aérogénérateurs ou tout simplement éoliennes. Donc les éoliennes nous permettent de transformer la force du vent, l'énergie cinétique du vent, en électricité. Comme autre énergie, vous pouvez avoir l'énergie géothermique. C'est l'énergie qui provient de la chaleur souterraine de la Terre. Eh bien, la chaleur qui se trouve sous terre peut également nous permettre d'obtenir de l'électricité. Surtout lorsque nous allons la puiser dans des profondeurs, à des profondeurs de 2000 mètres, nous avons une chaleur qui peut nous permettre, via des ouvrages qui existent, de pouvoir produire de l'électricité. Les énergies renouvelables sont également désignées par les termes énergie verte ou énergie propre. Les faibles impacts environnementaux de leur exploitation en fait un élément majeur des stratégies des entreprises en matière de développement durable. D'où la migration des pays vers cette forme d'énergie pour lutter contre les changements climatiques. Les énergies renouvelables peuvent avoir un impact positif sur le développement des communautés de la RDC. C'est le sens qu'il faut donner au sujet développé par Idriss Moufouka, responsable des énergies renouvelables à l'INPP, énergie renouvelable comme facteur de développement communautaire. Pour lui, le capitalisme freine le développement des énergies renouvelables en RDC, compromettant ainsi l'accès de la population à cette forme d'énergie. Lorsque vous remontez dans l'histoire, vous constaterez que il y a un petit problème. Et si ce problème persiste, rien ne pourra changer dans le secteur de l'électricité dans notre pays. L'histoire nous démontre que la plupart des ouvrages énergétiques qui sont implantés en RDC, ce sont des ouvrages qui ont été soit implantés pour des raisons politiques ou encore pour des raisons d'exploitation minière forestière par des capitalistes. Donc 98% des barrages que nous avons dans notre pays et même les grands Inga, ça n'a pas été implanté pour desservir la population congolaise. Que faire alors pour que les communautés bénéficient des retombées de ces énergies? Si nous voulons remédier, si nous voulons arriver, si nous voulons faire en sorte que les énergies renouvelables deviennent effectivement un facteur de développement communautaire, il faut que l'État congolais arrête l'implantation des ouvrages énergétiques pour des raisons politiques ou pour des raisons de servir les capitalistes. Si nous voulons faire des énergies renouvelables un facteur de développement communautaire, la première des choses, il faudrait que l'État congolais arrête d'ériger des ouvrages énergétiques pour des raisons politiques ou pour des raisons de servir les capitalistes. Si on continue dans cette démarche, on ne fera jamais des énergies renouvelables un facteur de développement communautaire. Quel lien établir
entre santé et environnement, l'ancien secrétaire général à l'environnement, Docité Mboussou, a vite jeté le pont entre ces deux notions. Loin d'être une création des laboratoires, le coronavirus est causé par un déséquilibre de l'environnement, a-t-il expliqué. Nous définissons l'environnement par les systèmes physiques et biologiques dans lesquels l'homme vit en équilibre avec les autres organisations. Cette définition permet de faire comprendre aux gens que l'environnement, c'est tout. Pourquoi un système physique? Le système physique comprend deux choses. Le système physique, c'est la terre, l'air, l'eau, l'énergie solaire, notamment parce que l'énergie solaire participe à la photosynthèse et ça a une importance capitale dans la vie. Et de l'autre côté, vous avez le système biologique qui est représenté par les hommes, les animaux, les plantes, les micro-organismes, qu'ils soient végétaux ou animaux. Et donc, quand vous voyez cela, maintenant, nous allons présenter la santé. La santé, c'est l'état d'un corps en fonction. Ça veut dire que lorsque, comme tout le monde bouge ici, il est en fonction, et dans cette fonction, s'il se sent mal à l'aise, s'il est malade, il n'a pas le mieux-être. Il n'est pas à l'aise. Mais cela se passe dans un cadre. Dans le cadre en question, c'est l'environnement. Et quelqu'un peut aussi se sentir déjà mal à l'aise. Et en se sentant mal à l'aise, s'il est bien, en bonne santé, il est à l'aise. S'il est mal à l'aise, il est malade. Et ça, même en tant que malade, il se trouve dans l'environnement. Donc il y a un lien logique entre l'environnement et la santé. Pourquoi ce lien logique? Vous allez comprendre que dans ces pays ici, je prends l'ensemble de la République démocratique du Congo, on a constaté que 68% des pathologies recensées dans les formations médicales ont pour origine la dégradation de l'environnement. L'environnement n'est pas bien protégé. Et ces maladies, on peut citer quelques-unes. C'est par exemple le paludisme, c'est par exemple les amoebiases, les verminoses et peut-être les fièvres typhoïdes, paratyphoïdes. Ça, ce sont des choses qui montrent que l'environnement, quelque part, est dégradé. Donc, maintenant, vous allez comprendre que lorsque votre environnement est dégradé, perturbé, pollué, il y a toujours des maladies qui s'ensuivent. Il est sans nul doute que notre santé dépend de l'état de notre environnement, d'où la nécessité de le protéger et le préserver. L'exploitation des énergies renouvelables génère théoriquement peu de polluants. L'électricité d'origine renouvelable émet très peu de CO2, notamment lorsqu'on la compare aux énergies fossiles comme le charbon. Nous devons faire le reboisement. Toutes nos forêts sont en train d'être détruites. Nos écosystèmes maintenant sont vides. Les communautés ne savent même pas comment faire, où aller. Presque tout est détruit. Alors nous qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reboiser. Nous devons reboiser ce qui a été détruit. Parce que si nous continuons à déforester, si nous continuons à déboiser, finalement, comment est-ce que nous allons protéger notre environnement? La journée d'aujourd'hui va marquer toute une histoire. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de lutter, nous, communicateurs des énergies nouvelles et renouvelables, nous sommes en train de lutter pour que les énergies nouvelles et renouvelables soient considérées dans notre pays. Ici, chez nous, les gens ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent que de l'électricité, l'énergie hydroélectrique. Or, ces énergies hydroélectriques posent beaucoup de problèmes. Alors, il y a une potentialité éolienne, aussi il y a une potentialité solaire que nous pouvons exploiter que les gens ne connaissent pas. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes obligés de faire beaucoup de discours, de faire voir l'importance des énergies renouvelables pour que demain la RDC accède vraiment à un développement durable. C'est pour cette raison qu'elles sont un vecteur privilégié de la lutte contre les réchauffements climatiques. Elles sont également
considérées comme un vecteur de résilience car elles permettent la production décarbonée et décentralisée. Pour coller l'utile à l'agréable, des brevets d'émérite ont été octroyés aux responsables des structures œuvrant dans les secteurs des énergies renouvelables en guise d'encouragement. Voilà, c'était là la conférence débat sur les énergies renouvelables organisée par l'ONG Reporters Volontaires des Pays. Il faut donc migrer vers les énergies renouvelables qui sont moins polluantes, en tout cas pour lutter contre les changements climatiques et prétendre à une planète vivable. Parlons réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED avec la tenue dernièrement de la 10e session du comité de pilotage du Fonds national RED, FONARED. La RDC veut d'un nouveau partenariat avec l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI, pour la période 2021-2030 avec des financements qui non seulement protègent les forêts, parce qu'il faut les protéger bien sûr, mais des financements qui contribuent également à la réduction de la pauvreté. Images et commentaires. Dialogue politique stratégique pour la mise en place d'un nouveau partenariat RDC, Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI, pour la période 2021-2030. Le sujet a fait l'objet de la réunion de la 10e session du comité de pilotage du Fonds national RED, FONARED. Présidé par Vision Conférence par le ministre Claude Nyamugabo en sa qualité de vice-président, ce comité avait pour objectif accorder les violons afin de parvenir à un processus permettant la signature d'une nouvelle lettre d'intention avant la fin de l'année en cours et échanger sur les options fondamentales devant guider les négociations du nouveau partenariat. Il est à noter que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement placent les développements durables au centre de la stratégie de gouvernance en vue d'une transition à long terme vers une économie verte, décarbonisée et plus résiliente, évoquée par les différents cadres stratégiques de gouvernance du pays. Il est donc question de nous projeter dans l'avenir. Et cette fois-ci, cet avenir sera pour un partenariat de 10 ans. La période est plus longue. Nous insistons sur des financements plus conséquents, des financements qui tiennent compte du rôle des deuxièmes poumons du monde de la République démocratique du Congo, des financements qui tiennent compte de l'ensemble de nos provinces, étant donné que le partenariat qui va se terminer n'a concerné que 8 provinces. Nous voulons qu'il soit étendu à d'autres provinces. Mais enfin, nous avons insisté sur le fait que la partie congolaise devrait jouer de plus en plus un rôle dans l'exécution des projets qui concernent la République démocratique du Congo, au lieu de voir ces projets exécutés par d'autres organisations, mais que nous, gouvernements, nous devons répondre. Nous voulons donc que la partie congolaise soit de plus en plus concernée dans la mise en œuvre des projets réalisés par les partenaires en République démocratique du Congo. Au cours de cette visioconférence, plusieurs interventions ont été enregistrées, dont celle du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, des ministres de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, du représentant de CAFI, du coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement, du représentant de la Norvège et celui de la Grande-Bretagne, ainsi que de la société civile environnementale qui prenait part à ces importantes assises. Le ministre a salué l'ambition affirmée par les deux parties pour améliorer la deuxième phase du partenariat, tout en restant convaincu que le partenariat tiendra compte des besoins exprimés par la partie congolaise en rapport avec des financements conséquents au cours des 10 prochaines années. La RDC souhaite que les interventions à venir s'aligne sur les priorités exprimées par les membres du gouvernement quant au financement plus conséquent, ce à la taille de la RDC et à la hauteur du rôle de poumon de la planète qui constitue le pays. Le gouvernement souhaite en outre l'extension des projets RED aux autres provinces du pays ayant le même besoin. Il faut rappeler que le gouvernement congolais demande le transfert de la responsabilité fiduciaire à la partie congolaise. Une autre urgence est celle d'alléger des procédures pour que demain soit meilleur.
Voilà, vous avez connu la voix de notre confrère Michel Wangui dans ce commentaire. La conservation de la nature, il faut en parler. Elle a commencé aux premières loges, en tout cas de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Mais justement, 60 ans après, comment nos aires protégées, nos réserves naturelles et nos parcs nationaux ont été gérés? Nous avons posé la question à Henri-Paul Eloma, assistant du représentant et chargé de programme à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il nous plonge d'abord dans la petite historique des parcs nationaux, de la naissance des parcs nationaux, que ce soit au monde, aux États-Unis d'Amérique et en Afrique, en RDC particulièrement. Les pays, notre pays, la RDC, étant donc un scandale, non seulement géologique comme on le dit, mais aussi et surtout un scandale environnemental et sur le plan de la biodiversité. Henri-Paul Eloma dans cette interview. Pour que nous puissions savoir ou évaluer ce qui se passe depuis 60 ans, il faudrait que nous remontions le déluge, un tout petit peu. La conservation de la nature en RDC, c'est quelque chose qui a commencé le plus tôt possible. Le premier parc à travers le monde, c'est Yellowstone aux États-Unis, et ça date de 1872. Et déjà, en 1925, le roi Léopold II crée le parc Albert, l'actuel parc de Virunga. C'est le plus ancien en Afrique. Et donc déjà, notre histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire de la colonie belge, avec les aires protégées commence très très tôt. Alors, pourquoi? Tout simplement puisque nous sommes un scandale. Le scandale est certes géologique, il est aussi en ce qui concerne la biodiversité, les paysages, la beauté des paysages, la diversité des paysages, la diversité des espèces, l'endémicité des espèces, et donc nous sommes un scandale, la RDC. Et depuis les indépendances, la politique de la conservation ne s'est pas arrêtée. Elle s'est même améliorée. L'ancien président de la République, Mobutu Sese Seko, était un de la conservation. Il a produit des textes qui ont été adoptés universellement. Qu'est-ce que l'on a fait depuis les années 60? Il faut dire que dès l'indépendance, nous sommes dans des troubles. Jusqu'à l'indépendance, nous n'avions que 3 parcs nationaux connus. Les Virunga, Garamba dans la province orientale et Upemba dans le Katanga. Comme je disais, le président Mobutu, déjà en 70, crée plusieurs parcs et amène la couverture en conservation dans le pays jusqu'à autour de 6% à peu près du territoire national. Et 6% dans notre territoire, ce n'est pas quelque chose de peu. Nous sommes déjà un pays à 2,5 millions de kilomètres carrés. Il a créé, par exemple, le parc national de la Salonga, qui a presque la même taille que notre pays, l'ancienne puissance colonisatrice, qui est la Belgique. Voilà. Et donc, 70, il crée des parcs. Et aussi, nous avons sur le plan de la gouvernance une des institutions qui fait la fierté de l'Afrique. C'est actuellement l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est un exemple pour la sous-région. C'est une agence qui existe avec une personnalité propre et qui gère les réseaux des aires protégées et qui est copié, le mode de gouvernance par agence qui se fait chez nous est copié dans la sous-région et sert de modèle. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il y a un revers de médaille. Toutes ces avancées connaissent un problème réel. Et nous allons en parler, il y a beaucoup de problèmes, notamment la conservation ne rentre pas dans le cadre effectif de produire des moyens pour la République. Ce qui parfois
de manière plutôt paradoxale, fait que les gens se posent des questions, mais pourquoi? Pourquoi garde-t-on autant d'espace alors que, apparemment, ça ne nous profite pas? Voilà. Donc, la situation, nous avons le capital naturel qu'il faut, mais nous avons réellement des problèmes de gouvernance qui font que, parfois, on se doute de la valeur de ce que nous avons. C'était là Henri-Paul Eloma, un spécialiste de l'environnement, mais il nous a parlé des questions qui sont liées à la gestion de notre biodiversité, de nos parcs nationaux, de nos réserves naturelles ou encore de nos réserves en 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quelles sont les perspectives? Vous suivrez à cet effet un document spécial consacré à la gestion de notre environnement 60 ans après dans nos prochaines éditions de cette émission RDC Environnement. Avant de terminer cette émission, une Greta Thunberg chinoise, vous avez connu ou vous connaissez Greta Thunberg la suédoise, mais il y a une autre Greta Thunberg, mais cette fois-ci elle est chinoise, elle s'appelle Owei Owu. À 17 ans, la chinoise cherche à sensibiliser ses compatriotes au risque du changement climatique. Une mission bien sûr solitaire et difficile dans un pays qui ne tolère pas en tout cas le militantisme hors du parti au pouvoir, la Chine donc. Selon la fondation Good Planet qui cite l'agence France Presse, alors que la plupart de ses camarades profitent des vacances d'été ou se préparent à entrer à l'université, Owei Owu distribue des tracts et plante des arbres tout en résistant bien sûr aux pressions de la police et de sa famille ainsi que des critiques qui pleuvent sur les réseaux sociaux. Quand des milliers d'adolescents défilaient aux quatre coins de la planète pour réclamer des actes contre le réchauffement climatique, Owei a dû se contenter de protester en solitaire l'an dernier devant sa mairie de la cité touristique de Guilin, au sud de la Chine, mondialement connue pour ses pains de sucre. Un activisme qui lui a valu d'être renvoyé du lycée et pourrait l'empêcher même de passer le bac. Indispensable en Chine pour décrocher bien sûr une carrière décente. Mais Owei n'en a cure en tout cas. L'urgence climatique est la mesure la plus grave pour la survie de l'humanité, a-t-elle expliqué à l'AFP. Nous sommes dans un bateau qui coule, mais les gens continuent à boire et à manger joyeusement comme si de rien n'était, a-t-elle renchéri. Owei Owu a pris donc pour modèle Greta Thunberg, la suédoise, la jeune héroïque suédoise d'ailleurs comme on l'appelle, de la défense du climat qui s'est adressée l'an dernier aux grandes nations et aux grands hommes de ce monde dans le cadre bien sûr prestigieux des Nations Unies. La militante chinoise compte des milliers de partisans qui la suivent sur les réseaux sociaux, mais pour accomplir sa mission, elle fait face à l'hostilité du régime communiste chinois comme vous le savez. Je n'ai pas peur de la police, assure-t-elle, mais ses parents sont eux aussi sous pression. C'est donc un exemple à suivre. Les jeunes Congolais sont également engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Très prochainement d'ailleurs, nous allons vous proposer dans ce magazine une émission qui sera consacrée à l'engagement des jeunes dans la question climatique. La réalité des dérèglements climatiques et le besoin impérieux d'agir à la mesure même de l'enjeu nous concerne tous sans exception. Bouclons complètement cette émission avec une image d'un drôle d'animal, en tout cas, peut-être que vous n'avez jamais vu, c'est le rat top nu. Comme vous le voyez sur vos petits écrans, nommé hétérocéphale, il a la taille d'une grosse souris et vit dans des galeries souterraines des régions arides d'Éthiopie et du sud sahélien, dépourvu des poils, il vit en colonie et ne remonte jamais à l'air libre. Sa longévité est exceptionnelle, 25 ans en moyenne, avec un record de 32 ans, soit 5 ans ou 6 ans plus longue
que celle du rat ou de la souris ordinaire. Au-delà de ces records qui intriguent les chercheurs, les rats top nus intéressent grandement les gérontologues et cet animal ne représentant quasiment jusqu'à sa mort. Autant de caractéristiques qui en font un des scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement humain. C'est vraiment un drôle d'animal comme vous venez de le voir, le rat top nu que vous n'avez jamais vu peut-être. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous retrouver. Seule recommandation, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous, en tout cas, qui allons brûler. Nous avons besoin de vivre dans un environnement, dans un monde vivable. Madame, Monsieur, au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales. Merci à Céline Boumba Angelani, merci à Geneviève Mizegele Katengesia, merci à Philon Cholet Unkanye, merci également à Guilhem Mouzembe de Gonzac, à Peter Loma Djessa et Christian Kenina et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.